J'entendais tout à l'heure nos rapporteurs, mais également M. Gosselin évoquer l'équilibre des pouvoirs sous la Ve République. Vous me permettrez donc de commencer, pour ce qui concerne en tout cas une grande partie de notre groupe parlementaire, par exprimer quelques réserves, pour le moins, sur les équilibres des pouvoirs, comme vous dites, comme j'ai entendu, sous la Ve République. La Ve République, après avoir copieusement dénigré ce qui s'était passé sous la Troisième et Quatrième, en oubliant d'ailleurs totalement que la Quatrième a reconstruit la France après la guerre, bien avant la Cinquième, et qui n'a pas su gérer la décolonisation, c'est plus ça la réalité. La Ve République a été instaurée en créant, en deux temps, 58 et 62, le président de la République, le chef de l'État, qui, de tout le monde occidental, concentre le plus grand nombre de pouvoirs, sans aucune comparaison avec ses homologues, et qui, parallèlement, a en face de lui le moins de contre-pouvoirs. Le paradoxe qu'on relève, c'est qu'au cours des 40 dernières années, cette forme de monarchie républicaine, rééligible tous les 7 ans puis tous les 5 ans, a réussi à aboutir au résultat qu'avec le plus de pouvoir et le moins de contre-pouvoirs, nous sommes le pays occidental qui a fait le moins de réformes dans sa vie politique. Et cela devrait, au sein des démocraties occidentales, nous semble-t-il, nous faire réfléchir à ce qu'on appelle l'équilibre du pouvoir. À l'époque, on voulait instaurer un parlementarisme rationalisé, raisonné. Nous n'en sommes parvenus finalement qu'à un Parlement arraisonné, ficelé et même souvent corseté. Encore plus d'ailleurs depuis le passage au quinquennat et l'élection législative qui fait suite à l'élection du président de la République, où malheureusement le Parlement, l'Assemblée nationale, s'est retrouvé considérablement diminué. Et je le dis d'autant plus que tout ceci, et c'est le pire, se fait à chaque fois de législature en législature, avec l'assentiment des majorités successives. Sur ce point, il y a malheureusement une grande continuité, et que ce renoncement à un équilibre des pouvoirs par le Parlement lui-même est sans doute ce qui doit le plus étonner les observateurs étrangers de notre pays politique. Parce que lorsque nous avons l'occasion de rencontrer les parlementaires d'autres pays, nous nous apercevons que, alors même que nous avons décidé d'avoir un Parlement composé de parlementaires à 100% de leur temps, nous sommes un Parlement qui n'a pas 10% des pouvoirs des autres parlements. Et j'aimerais là aussi que ça puisse inspirer nos débats, parce que je ne crois pas que la démocratie se trouverait amoindrie si un Parlement qui a des parlementaires à 100% de leur temps pouvait un peu plus leur donner des pouvoirs et des responsabilités. J'ai entendu tout à l'heure que, et c'est juste, le travail ici est insatisfaisant. C'est une des raisons pour lesquelles nous souhaiterions qu'une réforme puisse aboutir. Et nous essaierons de contribuer. Mais disons les choses clairement, si ça fonctionne si mal ici, c'est parce qu'il est difficile de demander à une assemblée d'être responsable quand on ne lui confie pas de responsabilité. Et c'est, me semble-t-il, un des travers de la Ve République que nous pourrions corriger. Mais tel n'est pas l'objet du texte qui a été présenté par le gouvernement. Il se limite à d'autres ambitions qui sont respectables et qu'il faut étudier, nous semble-t-il, plus avant. Il y a en réalité, je veux le saluer, une volonté de l'exécutif, en présentant les trois textes à la fois, loi constitutionnelle, loi organique et simple, une volonté de transparence quant à la globalité du raisonnement et des modifications qu'il entend proposer. Nous analyserons donc, non pas au cours de ce débat, mais dans les votes que nous exprimerons, et donc dans le vote constitutionnel, non pas un vote sur le seul texte constitutionnel, mais sur l'ensemble des trois textes. Ce qui conduira, je préfère le dire désormais, d'ores et déjà, à souvent poser des questions, à la fois à la majorité, naturellement, et puis quand le gouvernement en séance sera présent au gouvernement, sur les évolutions des autres textes. Puisque voter un texte en ayant la globalité est la seule façon de juger de la pertinence de cette réforme. Dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui, il y a essentiellement la fin, la terminaison, si j'ose dire, de la réforme constitutionnelle de 2008, qui n'avait pas trouvé de majorité sur un certain nombre de sujets pourtant assez largement consensuels. Je pense à la suppression de la Cour de justice de la République, qui en fait était déjà prête mais n'avait pas la majorité des 3/5. On se souvient tous, j'imagine, que la réforme de 2008 est passée à une voix près. Le fait que les anciens présidents de la République ne siègent plus au Conseil constitutionnel, ce qui est une bonne chose, tant cette institution finissait par être emplie de personnalités certes éminentes, mais dont on ne pouvait pas dire qu'ils n'étaient pas des politiques.
le Conseil du supérieur de la magistrature et sa réforme permettant que les nominations pour le parquet soient sur avis conforme du CSM peut nous convenir, avec quand même une interrogation sur le moment où la magistrature échange avec la société, échange avec des responsables, mais nous y reviendrons plus avant dans les débats. Un point très positif sur le droit à la différenciation que nous soutenons et qui est une vraie capacité de faire évoluer notre République dans un sens plus proche des réalités locales. Marc Fesneau l'a évoqué tout à l'heure. Un point d'inquiétude sur le Césaire qu'on veut transformer en chambre de la société civile. Et nous contestons absolument ce titre. La chambre de la société civile, elle se trouve ici, dans cette pièce, ici, dans cet hémicycle, ici, dans cette Assemblée nationale. Que sommes-nous d'autres que la société civile? Et d'ailleurs, tous ceux qui viennent d'être élus savent que nous sommes la société civile et les représentants de la société civile. Il faudra donc veiller à sa place, mais aussi à son nom. Il y a ensuite des éléments qui concernent la fabrique de la loi. Les éléments concernant la fabrique de la loi, disons les choses concrètement, on peut ici être plus efficace et on peut parfois être plus rapide. Faut-il que ce ne soit pas au détriment des débats de fond, ni au détriment d'un Parlement dont j'ai dit combien il était faible par rapport à ses homologues dans les démocraties occidentales et auquel nous veillerons qu'il ne soit pas plus affaibli à l'issue de cette réforme. Nous avons donc un certain nombre de propositions qui permettent à la fois de libérer les initiatives parlementaires et de résoudre un certain nombre d'anomalies démocratiques, en améliorant par exemple la rédaction de l'article 40, qui nous empêche quasiment de débattre de la plupart des domaines budgétaires. Or, ce qu'on doit attendre du Parlement, ce n'est pas de ne pas débattre du budget. On doit attendre du Parlement d'équilibrer le budget, de ne pas le déséquilibrer sous prétexte qu'il voudrait influer sur telle ou telle chose. Résultat de cet article 40, la plupart du temps, sans trop qu'on sache pourquoi, et avec une constance et une jurisprudence bien établie, des amendements qui auraient pu être discutés sans nuire aux finances publiques, finalement, ne viennent pas en débat dans notre Assemblée. Donc nous souhaitons effectivement avoir un Parlement qui soit renforcé pour profiter de la fin du cumul des mandats afin de lui donner plus d'efficacité. Nous souhaitons, je le dis ici à l'Assemblée nationale, que le Sénat puisse être respecté. Et dans la réforme de la navette parlementaire, comme dans le raccourcissement du mandat du Sénat ou son renouvellement intégral, nous avons plus que des interrogations et des réticences. Nous souhaitons qu'on libère le droit d'initiative, je le disais tout à l'heure. La semaine de contrôle qui, aujourd'hui, je crois que c'est Marc Fesneau qui a fait allusion, n'a pas d'effectivité, d'efficience. En réalité, on contrôle mal et très insuffisamment, pourrait être redistribuée, peut-être pour partie avec un ordre de jour gouvernemental, mais aussi le droit d'initiative des groupes parlementaires. Parce qu'en plus, si on veut restreindre le droit d'amendement pour le rationaliser, je pense qu'on y reviendra dans les débats, je ne dirai pas mon sentiment sur le sujet tout de suite, mais si on veut restreindre le droit d'amendement, il faut au moins élargir la possibilité de proposer des lois. Sinon, bien souvent, les amendements viennent parce qu'il n'y a pas de niche parlementaire ou proposer un débat ou proposer une loi. Et après tout, c'est à cela que doivent servir les députés, nous semble-t-il. Et puis, une meilleure capacité de contrôle, ça veut dire aussi ouvrir la capacité de travailler en sous-commission, comme tous les parlements du monde, ce qui ne se fait pas ici, alors que c'est une garantie d'un travail à la fois plus pointu, plus efficace et en plus petits groupes, entre guillemets, plus poussés. De la même façon que les commissions d'enquête, qui sont limitées dans notre Parlement à une par an et par groupe. Comment peut-on en même temps nous dire qu'il faut que le Parlement contrôle mieux et qu'on lui limite la capacité de mener des commissions d'enquête? Forcément, s'il peut contrôler, on doit libérer sa capacité à étudier des questions et à enquêter. Enfin, il y a dans la réforme, la globalité de la réforme, des éléments relatifs à la modification de la façon dont on élit la représentation nationale et la représentation politique. Si les trois cumuls, enfin le cumul des trois mandats dans le temps ne porte pas grief, encore que je fais cette parenthèse sur les maires, je pense que ça n'a rien d'indispensable. La preuve, c'est que vous avez dû le limiter à une certaine taille de commune. Pour ce qui concerne la baisse du nombre de parlementaires et la proportionnelle, il nous semble que la baisse du nombre de proportionnels et de parlementaires est excessive et qu'on pourrait très bien se limiter à 150 parlementaires de moins. Et idem pour la proportionnelle qui, elle, est plus que symbolique, mais en réalité sans efficacité et sans efficience. L'équilibre là-dessus nous semble devoir être, en tout cas, discuté. Nous cherchons, nous, une modernisation et pas un affaiblissement.
Nous souhaitons une réforme pour que le Parlement puisse être plus efficace, plus rapide, mais aussi plus important dans l'équilibre des pouvoirs, avec des pouvoirs élargis. Nous verrons l'accueil évidemment fait par le gouvernement et la majorité à nos objections, mais aussi naturellement à nos propositions, car nous savons une chose, c'est qu'une réforme constitutionnelle est un moment très particulier de la vie parlementaire. Ce sera ma conclusion, Monsieur le Président. Très particulier de la vie parlementaire. Je rappelais la réforme de 2008 qui a été adoptée à une voix. Et c'est la seule fois, mes chers collègues, que chacune et chacun d'entre nous, dans les 3 votes qui sont à sa disposition, pour, contre ou abstention, a à chaque fois un pouvoir, même dans l'abstention. Et donc je pense que les réformes constitutionnelles réussies, celles qui aboutissent, sont celles en réalité où la majorité et l'opposition savent s'écouter, savent s'entendre et savent avancer ensemble.